Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire un cadeau à quelqu'un, d'avoir une attention et que ça la fasse un gros flop? Peut-être que tu n'as pas utilisé le bon langage de l'amour. Si tu veux en savoir plus, c'est tout de suite. Dans cet épisode, je te présente les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est très concret. Comment nourrir ton propre réservoir affectif ainsi que celui de ceux que tu aimes. Si mon podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Dans l'épisode précédent, Brigitte Matthews, massothérapeute québécoise, nous a parlé du lien entre l'amour de soi, nos émotions et le soin de notre corps. Cette fois, nous allons plutôt aborder une autre dimension de l'amour qui est celle de nos relations aux autres et de la façon de les nourrir. Quand vous exprimez votre amour, le faites-vous d'une manière à ce que l'autre le comprenne? Telle est la question que pose Gary Chapman dans son livre « Les 5 langages de l'amour ». Même quand on s'aime, nous pouvons passer à côté de l'amour de l'autre parce que nous ne communiquons pas de la même manière notre amour. Et du coup, nous ne le recevons pas ou bien l'autre ne le reçoit pas. C'est ce décalage qu'adresse Gary Chapman. Nous ne sommes pas sensibles au même langage de l'amour et du coup, nous pouvons passer à côté de l'amour de nos proches. Alors, quels sont ces 5 langages d'après Gary Chapman? Ce sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Et comment, du coup, utiliser cette connaissance pour améliorer nos relations familiales, amicales? Tel est le but de cet épisode. En fait, j'ai découvert ce livre quand j'étais au monastère. Or, Gary Chapman est un conseiller conjugal, c'était un pasteur et un conseiller conjugal, et donc son livre, de manière centrale, était pour les couples. Or, j'ai pu constater en découvrant ces 5 langages de l'amour qu'il décrit que ça pouvait s'adresser à tous en fait. Et moi, je l'ai personnellement utilisé du coup dans mes relations communautaires, en étant du coup attentive à ce que les sœurs avec qui je vivais, par quoi elles étaient touchées, et puis essayer de nourrir justement ces relations à partir de ce que je pouvais observer. Donc pour moi, ça a été un moyen de nourrir de bonnes relations. Comment est-ce qu'on peut voir du coup quel est le langage de l'autre? C'est aussi en observant comment la personne qui est en face de vous manifeste son amour à votre égard. Est-ce qu'elle vous offre plutôt des cadeaux? Moi j'ai une belle-sœur par exemple, je me rends compte qu'elle m'offre régulièrement des cadeaux. C'est quelque chose auquel elle est sensible. Moi c'est vrai que je vais plus être sensible au temps de qualité. Donc comment est-ce que la personne que vous aimez s'adresse à vous? Est-ce qu'elle va vous passer un temps de qualité avec vous? Est-ce qu'elle va vous rendre service? J'ai un frère dont clairement le langage de l'amour est de rendre service et les moments de qualité. Donc comment ça se manifeste? Observez vos proches, observez vos amis, votre conjoint, vos enfants, et essayez de trouver leur langage. C'est un premier exercice. L'aïkido ultime étant de leur offrir ce qu'ils vous offrent, car alors vous rejoindrez leur langage. Parce que par exemple, si moi je suis plutôt sensible, je ne suis pas vraiment sensible aux cadeaux, par exemple je disais ma belle-sœur elle m'offre des cadeaux, là récemment, alors qu'ils viennent de partir en Nouvelle-Calédonie, j'ai envoyé un puzzle de Friends pour son anniversaire, parce que je sais qu'elle adore elle adore les puzzles et elle adore la série Friends, et je pense que je l'ai touchée parce que justement c'est son langage à elle, alors que moi spontanément c'est pas forcément mon langage, en tout cas aujourd'hui. Par ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet un peu plus, il y a un guide pratique qui a été fait, alors pour le coup qui s'adresse plus aux couples, et qui s'appelle « Surprends-moi »,
qui a été fait par Gary Chapman et l'illustratrice Jen Michael-Borough. C'est paru en 2022. Et c'est un guide illustré qui donne 21 idées pour chacun des différents langages de l'amour. Donc ça, pour ceux qui ont du mal à trouver des idées, c'est un tout petit opuscule qui est illustré et donc qui est facile à utiliser. Et sinon, je vous encourage bien sûr à lire le livre Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman en lui-même. Ça se lit très facilement et c'est très éclairant. Gary Chapman a observé à quel langage les personnes étaient plus sensibles dans le cadre du couple. Il a vu que si tel homme était sensible aux paroles valorisantes de sa femme, son épouse, elle remplissait son réservoir affectif en passant un temps de qualité avec son mari. Et il a aussi observé que ces langages étaient appris dans l'enfance. Donc on va maintenant passer un petit temps avec chacun des 5 langages pour voir comment ça se passe. D'abord, donc, les paroles valorisantes. Il n'y a pas d'ordre entre les 5 langages. C'est juste qu'il faut les voir successivement. On ne peut pas les voir en même temps. Il n'y a pas de préséance dans les 5 différents langages. En analyse transactionnelle, les paroles valorisantes, on appelle ça des strokes positifs. Donc, petit rappel, un stroke, c'est un verbe anglais qui veut dire frapper. Et donc, c'est des paroles qui sont marquantes. Et s'ils sont négatifs, par exemple, ils vont détruire la relation ou l'abîmer, sauf s'ils sont circonstanciés, s'ils sont conditionnels, comme on dit en analyse transactionnelle. Alors que si... il y a donc par exemple des exemples de stroke négatifs, c'est de toute façon, tu es un gros égoïste, voilà, par exemple, ça c'est inconditionnel, il n'y a rien à faire, donc ça va être difficile de construire une relation avec une parole comme ça qui est dévalorisante de manière inconditionnelle. Une parole conditionnelle peut être constructive, un stroke négatif conditionnel peut être constructif. J'ai pas aimé quand tu as fait ça, par exemple, voilà, ou bien j'ai été heurté, voilà. Donc c'est quelque chose de précis, de spécifique. Mais là, on est dans les paroles valorisantes, donc c'est l'inverse. Donc c'est des strokes positifs, qu'ils soient conditionnels ou inconditionnels. C'est quoi la différence ? Le conditionnel, c'est par exemple j'ai beaucoup aimé la soupe que tu as fait ce soir, là je sais pas ce que tu as mis dedans, donc c'est quelque chose de spécifique, de conditionné, c'est la soupe de ce soir, c'est pas tout le temps, voilà. Inconditionnel, ça va être justement de manière globale quelque chose qu'on apprécie chez la personne. J'apprécie parce que tu es vraiment une personne très généreuse et ça me touche beaucoup. Voilà, donc on est dans de l'inconditionnel, c'est ta personne, tu es comme ça et c'est vraiment une qualité que j'apprécie chez toi. Donc c'est quelque chose qui est toujours là, quelles que soient les circonstances. Donc c'est bien sûr, pour que ces paroles touchent, il faut qu'elles soient sincères de la part de la personne qui l'exprime. Et donc comment être attentif aussi du coup à si la personne que j'ai en face de moi est sensible à ces paroles, comment je m'entraîne, si j'ai pas été élevée comme ça, à le faire, donc à dire des choses comme ça, de ce qu'on apprécie chez la personne, que ce soit conditionnel ou inconditionnel, voilà. Par ailleurs, mon petit excursus, certains ne sont pas du tout sensibles à ça, parce que la parole a été, par exemple, trahie dans l'enfance ou à l'âge adulte, où, comme le dit l'adage, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et justement, on n'était pas dans de la sincérité, ou on était dans de l'impact de paroles très négatives dans l'enfance. Et du coup, ça peut aussi avoir l'effet inverse, d'être très très sensible aux paroles valorisantes, ou bien de ne pas du tout croire à quoi que ce soit qu'on dit comme parole, et que du coup la parole est quelque chose qui paraît peu sincère ou bien superficiel, qui ne rejoint pas le centre de l'être. Donc c'est pour ça que c'est attentive. On peut regarder à quoi l'autre est sensible, et que des fois ça peut glisser sur l'autre, ce que je dis comme parole valorisante, parce que justement il a été blessé et que du coup c'est pas son langage de l'amour. Donc est-ce que toi-même, si tu regardes, tu es sensible à ces paroles positives sur toi-même? Est-ce que c'est des choses qui vont... ça peut aussi être sous forme écrite. Des fois, ça peut être à l'oral, mais ça peut être sous forme écrite. Ou est-ce que tu vois que ton conjoint, tel ou tel de tes enfants, tel ou tel de tes amis est sensible
à ces paroles qui mettent en valeur ce qu'il y a de bon en lui, en elle. Voilà. Et toi, par quels moyens, si tu aimes les recevoir, par quels moyens aimes-tu les recevoir? Par oral, par écrit? Ça peut être, voilà, dans la liste qu'il donne, il y a les poèmes, les SMS, les téléphones gratuits, hein, juste pour souligner la personne que tu es et pas juste utilitaire, parce que parfois on est très utilitaire dans notre société. Voilà. Donc comment la parole valorisante résonne pour toi? Donc ça, c'est le premier langage de l'amour. Le second, donc, ce sont les moments de qualité. Certaines personnes sont sensibles à avoir un temps unique. J'ai une nièce qui a 5 ans, et quand j'allais chez mon frère, là, et ma belle-sœur, elle aime bien jouer seule avec moi. Il y a un jeu notamment qui s'appelle Les Pirates en caleçon, n'est-ce pas, que j'ai ramené du Québec. Et dès que j'arrivais à la maison, elle me regarde avec un sourire complice, insistant, et ça signifie: est-ce que tu as pris le jeu? Parce que le contrat, c'est que je garde le jeu et que je l'amène à chaque fois que je viens. Et pour cette petite dernière d'une fratrie de 7, c'est son temps pour elle. Et donc, parfois, bon, nous jouons avec d'autres. C'est bien de construire l'ouverture aussi. Mais ce qu'elle aime bien, c'est qu'on se mette soit dans ma chambre, soit dans le bureau de son papa, et qu'on soit toute seule, tranquille, et qu'on ne soit pas dérangée pour jouer pendant des heures aux pirates en caleçon. Donc elle aime bien, c'est clair, le moment privilégié, le moment de qualité, en one-to-one, comme on dit en bon français. Et donc c'est important de voir, voilà, est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu apprécies? Est-ce que c'est un langage que tu observes aussi chez tes enfants? Je sais que parmi les petits cousins, j'en ai un qui aime aussi ce temps-là, ce temps où il va être tout seul avec sa maman, alors qu'il a trois autres frères. Donc avoir un temps pour son anniversaire, par exemple, où il va passer un petit temps avec sa maman tout seul un après-midi, faire une activité ensemble, bon, bah, ça va être un moment important. Donc comment nourrir ce lien-là par un temps de qualité qui va aussi correspondre à ce que la personne aime, hein. Là, j'ai maman qui a passé quelques jours chez moi. Maman joue de la guitare et donc j'avais même récupéré une guitare qui allait partir à la déchetterie pour, comme ça, quand elle vient, elle peut jouer de la guitare. Et un moment de qualité qu'on peut passer ensemble, c'est que maman me joue, tout à l'heure elle m'a joué après le café un petit concert privé pour mon anniversaire. Et donc c'est un temps de qualité où maman m'a donné, voilà, ce temps-là, parce qu'elle sait que je suis sensible à la musique, au fait qu'elle joue de la guitare depuis l'enfance. Et donc pour moi, c'est un beau cadeau. Voilà. Donc le moment de qualité, il faut aussi le choisir. Voilà. Est-ce que ça va être un restaurant? Est-ce que ça va être une balade? Un trajet seul, parfois en voiture, c'est aussi des moments où on peut échanger quand on a un long trajet à faire ensemble. Est-ce que ça va être une activité ensemble? Aller voir une expo ensemble? Voilà. Est-ce que toi, c'est un langage qui te parle? Est-ce ton langage privilégié? Est-ce celui de tes proches? Et comment tu peux, voilà, mettre en place quelque chose? Si tu vois que ça touche un de tes proches, comment tu peux mettre en place quelque chose pour le mettre en œuvre? Et comment, si c'est ton langage à toi et que tu passes pas, par exemple, de temps suffisamment privilégié alors que c'est ton langage de l'amour, comment tu peux aussi l'exprimer, hein, le dire, faire la demande explicite de dire moi j'ai besoin de ça, j'aimerais ça, voilà. Donc pouvoir exprimer clairement les choses. Le troisième langage, ce sont donc les cadeaux. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous touche ou pas. Je vous citais l'exemple de ma belle-sœur. J'ai aussi un de mes neveux pour qui les cadeaux, c'est supra important. Et donc, du coup, même bien avant son anniversaire, quand c'est les anniversaires de ses frères ou de ses sœurs, il va dire clairement eh bien, moi, j'aimerais bien ceci ou j'aimerais bien cela. Ça ne veut pas dire qu'il aura tout, hein, qu'on lui donnera tout, mais c'est clair que pour lui, si on me donne un cadeau, ça veut dire qu'on m'aime, hein, parce que c'est ça le sens du langage de l'amour, c'est si je reçois un cadeau, ça veut dire que l'on m'aime. Donc, comment aussi là aussi en lien avec notre société un peu de consommation, comment est-ce que on peut réguler ce qu'il peut y avoir d'excessif là-dedans dans l'aspect du cadeau forcément acheté? Comment
Le cadeau, ça peut être aussi, ça c'est quelque chose que j'ai un peu développé au monastère, on n'avait pas d'argent, donc quand il fallait faire un cadeau à quelqu'un, ça voulait dire, être un peu créatif, hein. Donc ça peut vouloir dire faire quelque chose soi-même. Si on sait dessiner ou si on sait faire un petit peu quelque chose de ses 10 doigts, comment je peux créer quelque chose que je vais offrir à l'autre, hein, comme maman là qui m'a fait ce petit concert, ou c'est quelque chose de personnalisé aussi. C'est un cadeau qui va être personnalisé pour rejoindre la personne. Qu'est-ce qu'aime la personne? Je me souviens d'une amie de maman, quand j'avais 15 ans, qui m'avait offert, une poupée. Heu, C'était très gentil, hein. Si j'avais eu 5 ans, ça m'aurait sûrement plu. Mais donc les cadeaux, il faut aussi que ce soit ajusté. C'est-à-dire que je pense qu'elle n'avait pas, réalisé que j'étais un peu grande. Elle n'avait pas vu depuis longtemps. Ça tombait complètement à côté de la plaque. Et donc comment je suis attentif là aussi à ce que la personne aime. Donc ça demande de la créativité, d'être inventif, d'être attentive à ce que la personne, à qui tu vas t'adresser aime. Et pareil, si toi, tu aimes, si c'est ton langage de l'amour et que tu aimes les cadeaux, aussi savoir exprimer, avoir la simplicité d'exprimer, ça c'est un point important dans la communication, de ce que tu aimes vraiment. C'est-à-dire que parfois, on reçoit aussi des cadeaux de ce que la personne aimerait recevoir. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir un cadeau et de dire: «OK, merci». Merci non merci si on blague, hein. Ça correspond pas vraiment à ce que j'aime, mais c'est gentil, voilà. Donc ça des fois, ça te permet de savoir ce que l'autre aime en face, mais donc de savoir toi, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as envie de recevoir et comment l'accueillir. Et donc là aussi, hein, comme chacun des langages, eh bien, par exemple, le moment de qualité, j'en avais pas parlé, mais on peut, être gêné par ces moments d'intimité parce que le moment de qualité, ça peut être, c'est souvent un moment du coup d'intimité. Et ben, si il peut y avoir de l'apprivoisement à vivre si l'autre est pas sensible à ça, par exemple, et que moi je désire avoir un moment de qualité, bon bah, comment, vivre cet apprivoisement? Et pour les cadeaux, si on tombe pour le coup sur la partie blessée ou en fait, par exemple, je me souviens de celui qui m'avait agressée quand j'étais enfant, qui voulait me faire des cadeaux et pour moi, voilà, m'offrir un cadeau, ça voulait dire acheter mon silence, donc le cadeau, ça prenait une forme, très, voilà, négative, dans mon expérience. Donc comment aussi être attentif à qu'est-ce qui peut, être blessé dans ces relations-là et être voilà, en prendre conscience et puis cheminer avec, hein. C'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de négatif que c'est pour, toujours et et à jamais. Voilà. Maintenant, on peut passer donc au 5e, langage de l'amour, donc les services, rendus. Moi, par exemple, c'est vrai que c'est un langage auquel je suis, très sensible, avec les moments de qualité, c'est sûrement mon top, tout. Et donc voilà, pour moi, alors c'est peut-être mon côté très pragmatique, un peu québécois, mais voilà, si tu fais des belles paroles, mais que ça se concrétise pas dans du concret, bah, c'est pas trop de l'amour pour moi, voilà. C'est-à-dire que je vais être sensible, à ça. Je sais qu'avec, mon frère, par exemple, quand, alors donc du coup, c'est ma manière de donner aussi, hein, donc je sais qu'avec mon frère, par exemple, quand j'allais, en vacances ou pour des congés chez eux, comme ils ont, 7 enfants, mon frère et ma belle-sœur, c'était de dire: «Bah, si vous voulez, je vous offre, on vient avec maman, on s'occupe des enfants et puis vous passez un temps tous les 2 tout seuls». Donc c'était, voilà, rendre service pour leur permettre de vivre un moment de qualité tous les 2. Et du coup, bah, la première fois, c'était un peu panique à bord. Ils avaient tout préparé, ils avaient rappelé à 5 heures en disant: «C'est sûr qu'on peut encore rester», donc tout se passe bien et donc ils ont pu, continuer à vivre ce temps. Et nous, avec maman, on a vécu ce temps de service rendu, de s'occuper des enfants, ce qui était aussi une joie, hein, pour nous. C'était pas, vraiment un gros un gros galère une grosse galère. Et ensuite, ben, ça peut aussi, enfin voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je leur proposais ça et puis, je sais qu'on aime bien tous les 2 bricoler ensemble. Avec mon frère, on est assez complémentaires, donc on aime bien bricoler ensemble. Comme il y avait une grande maison à retaper, bah, c'était à chaque fois: «Est-ce que en quoi je puis être utile pour quelque chose?» Et donc on allait, réparer, une fois, voilà, installer le le lavabo dans les toilettes, voilà. Donc à chaque fois faire des choses différentes ensemble,
installer l'électricité dans l'atelier de ce qui deviendrait l'atelier pour ma belle-sœur. Donc voilà, des choses ensemble, des services rendus, où c'était une manière d'exprimer notre amour mutuel fraternel. Donc en quoi, voilà, si je suis sensible à cet amour, l'exprimer aussi, dire, voilà, ma manière de donner, c'est de donner mon amour, ça peut être les services rendus, et aussi être attentif à comment, si c'est pas le langage de l'autre, comment je peux exprimer que pour moi, c'est vrai que j'ai besoin d'avoir ce service qui est reçu pour que ça devienne concret pour moi, l'amour de l'autre. Donc savoir l'exprimer, et avec un ajustement qui se fait au fur et à mesure. Faut pas s'attendre, si le langage de l'amour de l'autre, ce soit par exemple les cadeaux, que du jour au lendemain, ce soit spontané pour l'autre par exemple, rendre service. Donc il y a un ajustement, une humanité bien sûr à accueillir. Le dernier maintenant, langage de l'amour, donc c'est le contact physique. Ceux qui ont vécu seuls le premier confinement, ont pu expérimenter douloureusement parfois l'absence de contact physique, qui a perduré avec la méfiance née avec le Covid dans nos relations. Alors il y en a que ça a soulagé, je me souviens de mon ancienne prieure disant c'est très bien, comme ça on n'est plus obligé de faire la bise à tout le monde, c'est parfait, parce qu'elle n'aimait pas du tout ça. Mais pourtant, nous avons un besoin physiologique de toucher, d'être touché avec amour. Je précise avec amour. Et ceux qui ont été justement précisément mal touchés peuvent rester blessés intimement dans ce sens pourtant essentiel du toucher. Donc bien sûr, le consentement est fondamental pour que ce contact physique soit bienfaisant et aimant. Et puis bon, il faut aussi avoir conscience qu'il y a des différences culturelles majeures. Moi, ça m'avait surprise les premiers liens avec une amie allemande qui me prenait dans ses bras, un gros hug anglo-saxon là. Et pour moi, c'était assez intrusif, alors que à l'inverse, pour elle, les bises, nos 3 bises à la française, là, c'était ça qui était intrusif. Donc des fois, le sens du toucher n'est pas du tout le même. Je me souviens de la culture aussi japonaise, où on ne touche pas même ses parents. Une sœur me racontait qu'elle, après avoir vécu 2-3 ans en France, elle rentrait au Japon, qui était son pays, et comme elle avait fait des bises en France pendant 3 ans, elle s'est approchée de ses parents pour les embrasser, et ses parents ont reculé d'un mètre en disant qu'est-ce que tu nous fais là, parce que voilà, en fait, elle avait jamais embrassé ses parents. Quand elle nous a raconté ça, on était sidérés. Mais il y a des cultures différentes en lien avec le toucher, donc c'est important d'en tenir compte. Et quand, pareil, j'ai vécu au Québec, j'ai vu qu'il y avait comme une distance d'1 mètre de circonférence. La bulle n'est pas la même selon les cultures, quoi. Donc c'est important, aussi de tenir compte de ces différences culturelles. Et donc qu'inclut ce langage, c'est tout ce qui a trait donc au toucher, donc se prendre dans les bras, se faire la bise, se faire un câlin, les caresses, les massages, donc tout ce qui est contact physique. Je ne parle pas bien sûr de l'intimité du couple, mais donc tout ça, comment je peux l'inclure si j'y suis sensible, et comment je suis aussi sensible à ce que l'autre est prêt à accueillir ou pas. Donc dans les deux sens, le respect est très important, je le répète. Et donc comment je nourris aussi mon réservoir affectif, si c'est mon langage privilégié. C'est pas évident, si on est célibataire, ou si on n'a pas de lien social. Donc c'est important, si on l'est justement, de voir comment nourrir ce lien social, comment nourrir ce réservoir affectif, si c'est notre langage privilégié. Et apprendre aussi à le faire de façon ajustée, si c'est le langage privilégié de tel enfant, de mon conjoint, d'une amie. Donc on le voit spontanément. Là encore une fois, un petit cousin qui, dès que j'arrive, me saute dans les bras, me fait un énorme câlin. Donc lui, c'est évident que le contact physique est son langage. Et donc c'est de nourrir ce réservoir avec ce lien-là, quand c'est le langage privilégié.
Donc c'est dans ces 5 langages, hein, les 2 points importants que j'aimerais ajouter pour finir, hein, c'est d'une part, voilà, j'ai un langage qui est privilégié pour moi. Donc c'est peut-être de voir, toi, lequel est le plus important pour toi. Est-ce que justement, c'est, si je les prends dans l'autre sens, est-ce que c'est le contact physique? Est-ce que c'est le toucher? Est-ce que c'est ça qui te nourrit, dont tu as besoin et qui peut te manquer? Est-ce que c'est les services rendus? Le fait qu'on te rende service quand tu as un besoin concret, que tu l'exprimes et que la personne est là pour toi, avec toi? Est-ce que ce sont les cadeaux? De recevoir quelque chose de l'autre qui te corresponde? Est-ce que c'est de passer un temps de qualité, un temps privilégié avec la personne que tu aimes? Est-ce que ce sont les paroles valorisantes? Être attentive à ce qui te touche toi. Et pouvoir donc aussi l'exprimer. C'est-à-dire, moi, c'est vrai que je suis sensible à ça, et donc j'ai besoin de ça, et c'est ça qui va me nourrir. Et dans l'autre sens, comment tu es attentive? Moi, ça m'a touchée en vivant avec des petits cousins pendant quelques temps, de voir que chacun avait vraiment des besoins différents. On le voit dès l'enfance, hein, quand Gary Chapman dit que ça se construit dès l'enfance, on le voit dès l'enfance, que tel enfant, il déteste être pris dans les bras, et que tel autre, il va te faire des câlins dès qu'il peut. Qu'à tel enfant, il va te rendre service. Moi, je me souviens, je faisais des bricolages, et il y en a un qui venait toujours me voir pour dire est-ce que je peux t'aider, voilà, et comment je peux t'aider. Donc voilà, je lui faisais passer le tournevis, le marteau et ce qu'il fallait au bon moment, et il était content de me rendre service comme ça. Donc comment je suis attentive à la manière de l'autre de donner son amour, parce qu'il y a des fortes chances que sa manière de donner son amour, c'est aussi la manière dont il a envie de recevoir l'amour. Donc c'est un petit peu ça que je voulais vous mettre en lumière. C'est vraiment une clé, moi, qui a été importante pour ne pas tomber à côté de la plaque dans les relations. Parce que par défaut, en fait, on fonctionne avec notre propre langage. Et en fait, pour entrer en relation avec l'autre, il faut aussi être attentive à ce dont l'autre a besoin, et être capable d'exprimer simplement ce dont moi j'ai besoin, pour que justement la relation puisse se construire de manière harmonieuse. Voilà. Eh bien, je te souhaite un bon chemin vers cette découverte, approfondissement des relations, et à la prochaine. Dans cet épisode, tu as pu découvrir les 5 principaux langages de l'amour décrits par Gary Chapman. Tu as sans doute pu identifier quel est ton langage ou tes 2 langages principaux. Tu peux maintenant observer quel est le langage de tes proches pour interagir avec eux de façon encore plus ajustée. Aimer est un chemin, alors buen camino. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Cécile Lemercier, une collègue coach de Normandie, qui nous parlera d'ikigai, ou comment être connecté à sa raison d'être. Si tu cherches alignement, cohérence, unification dans ta vie, cet épisode t'intéressera certainement.